Bienvenue à tous aujourd'hui à l'émission spéciale COVID-19, euh, immobilier et enjeux. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis le PDG d'MREX. Aujourd'hui, j'ai trois invités avec moi du domaine juridique. Donc, Maître Olivier Abinader, qui est notaire basé à Sherbrooke. Maître Mélanie Chaperon, qui est avocate en relations propriétaire-locataire, qui est basée à Montréal. Et Maître Rachel Réaume, qui est avocate en droit corporatif, basée à Québec. Alors, bonjour à tous. Je Allô? vous invite chacun, les trois, à prendre peut-être un petit 30 secondes juste pour expliquer c'est quoi votre pratique de tous les jours. Puis après ça, on pourra entrer dans la discussion concernant tout ce qui se passe présentement dans le monde de l'immobilier et le monde des affaires. Alors, Olivier, on peut commencer peut-être avec toi. Bonjour à tous, Olivier Abinader, notaire. Je suis notaire en droit immobilier, spécialisé en fait en droit immobilier là, résidentiel, un petit peu de commercial au travers de tout ça, principalement là, en résidentiel, multilogement également. J'ai mon bureau à Sherbrooke depuis, mon Dieu, je suis notaire depuis 2012. Le bureau vu naissance en 2016. On a une équipe, là, j'ai 4 notaires qui travaillent pour moi dans dans différents domaines, immobilier, corporatif, puis en droit de la personne. Ça ressemble pas mal à ça, je te dirais. Y a d'autres choses qu'il faut que C'est j'ajoute, mais super, normalement, excellent. ça fait le tour. Ça fait le tour. Mélanie? Oui, bon, moi, Mélanie Chaperon, je suis avocate, comme tu dis, relations propriétaires-locataires. Ça fait environ là, 15 ans que je fais ce type de droit-là. Notre équipe, en fait, on est 3 personnes, donc 2 avocates, une technicienne juridique. Le bureau est ouvert depuis 2008 et vraiment, notre mandat, c'est vraiment les relations propriétaires-locataires, mais on défend que les propriétaires d'immeubles locatifs. C'est vraiment notre passion. Super. Et Rachel? Oui, donc Rachel Réaume, je suis avocate à Québec depuis 2013. Je suis associée de Dion Réaume Avocat. On fait principalement du droit des affaires, du droit corporatif ainsi que de l'immobilier. Mes clients sont majoritairement des propriétaires fonciers ainsi que des entrepreneurs en général. Super. Alors, qu'est-ce que vous voyez présentement comme, comme plus important enjeu dans votre pratique en lien avec les investisseurs immobiliers? Mon Dieu, il y en a plusieurs, mais je dirais d'abord, je trouve que ces temps-ci, on fait beaucoup de réconfort auprès de nos clients. Ça veut dire soit qu'ils nous appellent ou qu'on les appelle en fait pour les réconforter le plus qu'on peut là, avec ce qu'on sait. Moi, je dirais que notre défi présentement, c'est que, étant donné qu'il y a beaucoup d'audiences à l'arrêt de jugement, que ce soit en non-paiement de loyer, reprise de logement, éviction pour agrandissement, subdivision, c'est des projets auxquels nos clients tiennent. Et là, tout est suspendu. Et même les décisions qu'on attend là, du tribunal, ils viennent là, goutte à goutte. Donc, c'est le grand enjeu actuellement. Là. Donc, de suivre ça à la trace puis d'essayer de trouver des solutions. Là. Super. Et vous deux? Vas-y, Olivier. Je vais y aller au niveau. En fait, nous, il y a eu tout l'enjeu de savoir au début si on était un service essentiel ou non. Je vous dirais les 2 premières journées, quand ils ont annoncé qu'on n'était pas sur la liste, là, ça nous a fait tout un choc. On avait une quarantaine de transactions là, qui étaient prévues là, dans les 2 semaines qui suivaient, disons, l'annonce de la fermeture des entreprises. Ça a été du matin jusqu'au soir là, en rappel. On a fait signer beaucoup de procurations, on en parlera peut-être plus tard, là, à nos clients pour essayer de faire en sorte que malgré que les banques ne fermaient pas, hein, puis le registre foncier non plus, qu'on voulait être capable de signer pour ces clients-là à l'interne, sachant qu'on allait devoir fermer les portes. Finalement, quand c'est revenu, qu'on était sur la liste là, des services essentiels, malgré le fait qu'on pouvait fonctionner quand même, ça restait à notre discrétion. On n'était pas obligé des bureaux de notaires qui ont fermé. Ils ont décidé de ne pas rester ouverts. Je pense entre autres à Trois-Rivières. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais qui avaient décidé, eux, de fermer leurs études. C'était comment qu'on allait fonctionner. On n'est pas habitué au télétravail. Nous autres, dans le résidentiel, là, en grosse partie, on fonctionne. Puis étant notaire, c'est des actes reçus en minutes sur place. Fait qu'on on avait encore cette chance-là. Puis finalement, ça a été de tout rebrasser la façon de fonctionner. On reçoit encore des clients qui viennent signer sur place. On est en train d'implanter là, des manières
de fonctionner qui sont virtuels. Mais comme tu disais tantôt, Mélanie, les gens nous ont appelés en volume énorme. J'ai deux personnes, moi, à temps plein sur le téléphone. J'en avais 4 qui géraient le côté psychologique de la chose. Là. Puis même si ça fait un bout qu'on a passé au travers de ce début de crise-là, à chaque jour, on va en gérer beaucoup. Tous nos dossiers qui sont fixés, puis vous le savez sûrement, les premiers acheteurs vont magasiner plus automne puis pendant l'hiver, puis ils vont closer leur deal, le niveau promesse d'achat, pour des dossiers qu'on va finaliser normalement mai, juin, juillet. Avec, tous ces dossiers-là sont fixés, puis là, tant qu'ils sont fixés mais qu'ils ne sont pas notariés, les gens ont beaucoup de questions. Donc, ça a été du stock de manœuvrer au travers de tout ça. Mais là, on est en train de se placer tranquillement, pas vite, mais on fait beaucoup de support psychologique, disons, au travers, là, puis au niveau des transactions qu'on a en place. Ouais, et pour ta part, Rachel? Pour ma part, les enjeux initiaux là, avec la crise du COVID-19, ça a commencé par les financements commerciaux, à savoir ceux qui étaient en cours, est-ce qu'on va être capable de les closer, puis à savoir est-ce que je vais être en défaut parce que dans mes plusieurs clients qui sont propriétaires fonciers en immobilier commercial, ils voyaient le 1er avril arriver. Puis ils se demandaient, là, c'était comme la course au report de loyer, puis à savoir comment flexible allait être l'institution financière pour les aider là, à traverser par rapport à cette crise-là. Puis le deuxième volet des enjeux initiaux, là, c'était par rapport au bail. Les gens téléphonaient autant des locataires que des locataires qui me posaient des questions par rapport au bail, des analyses de baux, à savoir est-ce qu'on rentre dans une situation de force majeure ou pas. Donc, ça a été vraiment là, les deux éléments qui ont pris le plus du temps de mon équipe là, au début de la crise. D'accord, je comprends. Alors, on s'entend qu'en étant avocat, notaire, vous êtes parmi les premières personnes que les gens d'affaires, les investisseurs viennent voir, surtout quand ils ont des inquiétudes. Là. Je pense que vous avez souvent davantage un travail de pompier à ce niveau-là. C'est quoi le sentiment global? Si on faisait un sondage léger marketing, là, c'est quoi le sondage global de vos clients présentement? Est-ce que c'est la panique? Ou est-ce que le monde se dit « Oh wow, il y a des opportunités ». Qu'est-ce qui se passe présentement dans la tête de vos clients? Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi le sentiment général? La panique jusqu'à un certain point, oui. Là. Au moins quand les dossiers sont fixés et que les gens ont eu leur approbation hypothécaire, tout ça. Tu en parlais tantôt, Rachel, et on a eu beaucoup de questions sur je suis mise à pied temporairement, est-ce qu'ils vont rappeler le prêt? On ne peut pas répondre à la place d'une institution financière. Je ne sais pas si vous avez eu, vous autres, des callbacks ou des clients qui vous ont dit qu'ils avaient perdu leur financement par rapport à un achat qu'ils allaient faire. Je me posais cette question-là tantôt. Dans mon cas, mais... Pas dans le domaine immobilier. Il faut savoir là, qu'il y a une partie de ma pratique, c'est de l'acquisition d'entreprises opérantes. Puis ça, là, grosso modo, la majorité des transactions que je chapeautais ont été mises sur pause, notamment les achats de restaurants. Mais il y en a qui ont poursuivi des transactions de book, de conseillers financiers, tout ça. Ça n'a pas été tant impacté. Ça l'a poursuivi. L'immobilier résidentiel aussi a poursuivi des partnerships là, pour l'achat de logements. Ça l'a pas freiné là, les institutions, puis ça l'a pas freiné non plus là, les financements en cours. Fait que le gros boom là, de la pratique là, qui a été ressenti, c'est du côté opérationnel, ça n'a pas été du côté immobilier. Pas encore. Je suis convaincu que les gens qui étaient en cours aussi d'achat, peut-être d'immeubles purement commerciaux, là, que ce soit des bureaux ou du retail, du détail, là, ça doit être un peu plus affecté. Il doit y avoir un peu plus d'incertitude, si on veut. Bien, de ce que je vois, c'est des projets immobiliers d'optimisation dans le domaine immobilier commercial. Là, donc, des personnes là, qui étaient en cours de négociation avec des bons locataires qui voulaient avec des projets d'expansion ou quoi que ce soit.
qu'avec la crise, ils ont mis sur pause les négociations puis les agrandissements. Puis malheureusement, pour certains propriétaires fonciers commerciaux, ils misaient beaucoup sur le développement pour repartir un petit peu leur économie à eux, leurs finances, faire travailler leur monde. Donc, on voyait que les gens, ils focusaient beaucoup sur des projets qui allaient créer de la valeur, puis qui allaient leur faire traverser la crise, puis aller créer des gains pour venir à côté les pertes qui subissaient de l'autre côté. Là. Donc, c'est sûr et certain qu'avec, encore une fois, là, le fait que les chantiers commerciaux sont fermés, là, on voit un enjeu se dessiner par rapport à ça. Là. C'est quoi les choses que, tu sais, on a parlé beaucoup, on a entendu parler beaucoup des moratoires de paiement hypothécaire, par exemple, au niveau résidentiel, au niveau multirésidentiel aussi. Là, on a eu comme un peu vent là, d'une espèce de, peut-être un programme d'aide pour les propriétaires commerciaux ou les locataires commerciaux. Mais tu viens de mentionner l'optimisation d'immeubles. Quelque chose qui est très commun dans l'optimisation, par exemple, d'immeubles multilogements, c'est l'utilisation de prêteurs privés. C'est des prêteurs privés qui ne sont pas institutionnels généralement, qui sont plus des petits prêteurs privés, avec quand même on va dire des hauts taux, mais surtout le terme en français, des covenants, des paramètres, si on veut, dans le contrat du prêt privé, assez, on va dire, quand le marteau tombe comme il faut. Là. Et je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs présentement qui ont été pris dans des projets d'optimisation. Les chantiers ont été arrêtés. Et là aussi, bien, ça change la mécanique financière de l'optimisation parce que l'optimisation est beaucoup basée sur la croissance de l'économie. Tu achètes un immeuble, tu t'investis 60 000 dans un logement en espérant aller chercher X dollars de loyer de plus. Exact. Maintenant, les gens sont inquiets pour leur job. Ils n'ont peut-être plus de job. Est-ce qu'ils vont aller justement se payer des logements de ce prix-là, de cette qualité-là, ou ils vont rester peut-être dans leur logement un peu plus bas de gamme? Et même chose au niveau commercial. Tu sais, comme tu disais, une entreprise allait faire une expansion, il allait agrandir ses bureaux, il allait prendre plus de pieds carrés dans la bâtisse. Finalement, on met un frein là-dessus. C'est pas en train de se passer. Comment est-ce qu'un investisseur immobilier ou un entrepreneur peut un peu prendre prendre la balle au rebond par rapport à justement ces relations avec ces prêteurs privés puis ces financiers-là qui sont peut-être moins institutionnels et qui pourraient avoir plus de danger, peut-être de poursuite ou d'avis de 60 jours, des choses comme ça? Bien, tu vois, Nicolas, même sans parler, mettons, des prêteurs privés, ouais. Nous, comme je disais, la plupart de nos clients, c'est des propriétaires immobiliers locatifs, là, comme on dit, de 1 à des milliers de logements. Puis la plupart de ceux qui avaient des projets justement d'agrandissement, de subdivision, donc pour optimiser leur immeuble, ça veut dire dépenser 25, 50, 60 000 par logement. Ouais. La plupart ont reculé là, ce mois-ci. Donc, même sans parler de financement, là, parce que là, eux, c'est quoi le but? C'est d'optimiser, ça veut dire d'aller chercher un logement à 800, d'en faire 2 de 1000, puis de dépenser une bonne somme d'argent. Mais là, ils se disent, qui est-ce que je vais aller chercher à 1 000 $ pour un 3,5? Le marché n'est pas là, là. Donc, il y a beaucoup, en tout cas, de nos clients qui ont reculé, là. Même des travaux majeurs pour reniper des immeubles, pour justement aller chercher un refinancement, ils ont reculé eux aussi. Fait que c'est ce que moi, je me rends compte, là. Dans le prêt privé, c'est sûr que c'est plus, je ne parle pas nécessairement pour des plex, là, j'ai peut-être un exemple ou deux. J'ai quelques prêteurs privés que j'ai contactés parce que j'avais des clients qui avaient des besoins là, X en financement, qui d'habitude financent sans aucun problème. Là. Puis même pour des cas on va parler des cas de premier rang, j'ai eu des prêteurs privés qui m'ont dit non. On est en début de crise quand même, ça commençait, qui m'ont dit qu'ils allaient passer à d'autres choses là, pour les prochains mois à venir, là, à quel point c'était incertain. C'est quand même spécial là, que des prêteurs privés, c'est quand même du monde assis sur des gros montants puis qui fonctionnent comme ça depuis des années puis qui décident de ne pas prêter. Ça a mis une couple de projets à l'eau. Je ne sais pas si t'en as qui prêtent encore. Sûrement qu'il y en a. Là. Moi, les quelques-uns que je connaissais, il y en a un qui prête encore, d'autres qui ont peut-être les reins un petit peu moins solides, là, qui ont décidé de faire d'autres choses avec leur argent. Oui. Bien, je pense aussi que c'est important. C'est comme moi, j'en ai plusieurs prêts privés puis plusieurs projets d'optimisation personnellement. Là.
Puis une des premières choses que j'ai faites, c'est, on est quand même bien structuré. C'est mon travail de prévoir, en fait. Je ne peux pas prévoir le COVID, mais quand même, c'est mon travail de budgéter des choses qui sont difficiles à prévoir, puis de se mettre des coussins. Donc, je suis heureux d'avoir cette profession-là, puis cette expertise-là, pour ma part comme investisseur immobilier, non pas comme professionnel. Mais une des premières choses que moi j'ai faites, là, si je peux en témoigner, c'est j'ai tout sorti mes prêts privés, tous les contrats de prêts privés, je les ai tous lus vraiment comme il faut pour vraiment essayer de comprendre aussi que qu'est-ce qui arrive, si la crise, elle dure. Là, on ne savait pas aussi, là, quelques semaines, on ne sait pas encore non plus, mais qu'est-ce qui arrive si cette crise-là dure X mois, et puis que ça va plus loin qu'un trimestre, et que c'est 2 trimestres. Fait que je pense que c'est quelque chose que tous les investisseurs immobiliers devraient faire, c'est retourner lire leur contrat de prêt puis comprendre c'est quoi les paramètres dans ce contrat de prêt-là, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Y a-t-il des choses peut-être aussi, comme tu dis, prendre les devants puis rappeler son prêteur puis peut-être renégocier certaines choses considérant le fait que comme Rachel disait tantôt, est-ce que c'est un cas de force majeure? J'ai comme la misère à croire que ça ne l'est pas. Là. Ça en est un, finalement, un cas de force majeure? Ça dépend. Les avocats, on aime ça dire que c'est gris. Hein? La question, en fait, j'étais content de t'appliquer dans ta cour. Moi, je considère que oui. OK? Mais c'est mon opinion personnelle, OK? Qu'il y a plein de personnes qui pourraient être d'avis différents que moi et je respecte ça. Là. Mais ça a tout le caractère irrésistible, imprévisible, comme la crise du SRAS là, au début des années 2000, quoi que ce soit, la crise du verglas et tout ça. Ouais. 6 millions de personnes sur le chômage au Canada en quelques semaines. Si ça, c'est pas une force majeure, ça prend quoi? Des extraterrestres qui débarquent? Ils sont touchés là-dessus, puis elle a raison, Rachel, puis Mélanie aussi. On a appris à... On a été formés dans les zones grises, là, puis c'est un peu le pourquoi qu'on va engager un avocat pour nous représenter, puis c'est de démystifier tout ça, puis de le prouver. Mais moi, je suis certain, en fait, que c'est un cas de force majeure. On s'entend, c'est mondial, là, ça ne s'applique pas juste au Québec, là, mais c'était impossible à prévoir. Là. Si ce n'est pas un cas de force majeure, clairement, on a un problème. Ouais. On a un grave problème. Moi, je suis toujours mitigée parce que j'ai vu certains beaux commerciaux dans lesquels c'est fait un peu maison, donc il n'y a pas la clause justement de force majeure. Clairement. Et comme, bien sûr, je représente des propriétaires d'immeubles et des bailleurs, c'est sûr que moi, je pense plus, s'il n'y a pas de clause à cet effet-là, ce n'était pas assez clair. Donc, tu sais, c'est comme Maître Rion me dit, c'est discutable quand même, là, parce que, comme je vous dis, là, il y a des baux qui sont malheureusement pas super bien faits, puis on doit les regarder. Puis là, je me dis, bon, si la personne peut payer, si elle a tel type de commerce, il y a plusieurs arguments sur lesquels on peut discuter, mais... Mais c'est à des moments comme ça aussi, j'ai une citation, on va dire, célèbre dans le domaine immobilier, là, pas pour me vanter de quoi que ce soit, mais j'ai souvent dit que, puis je le répète aux étudiants qui passent au collège MREX dans les nombreux programmes, la meilleure manière de perdre 100 000 en immobilier, c'est d'essayer de chipper son 1000 $ sur les conseillers professionnels que vous avez autour de vous. Je pense que ça, c'est un exemple parfait de ne pas bien faire tes contrats, tes conventions d'actionnaires, tes contrats de prêts privés, tes baux par un professionnel. Ça laisse la porte ouverte à des pertes potentielles puis à être mal structuré finalement. C'est sûr. Puis, tu sais, il faut savoir que toute la question là, des dispositions au Code civil du Québec là, par rapport aux forces majeures, ce n'est pas des dispositions qui sont d'ordre public, OK? Donc, on peut y déroger par contrat. Fait que souvent, dans les baux commerciaux qui vont être bien montés, on va avoir des dispositions à l'effet que peu importe si le locataire est en défaut par rapport à une force majeure, il n'est pas responsable, le locataire n'est pas délivré de ses obligations financières envers le locataire. Donc, tu sais, dans ces cas-là, bien, pour ma part, quand j'analyse ces baux-là pour mes clients, je dis, bien, c'est pas grave si c'est une force majeure. De toute manière, par contrat, tu lui as dit que le locataire n'était pas libéré de ses obligations financières à ton égard. Fait que ça dépend, là, comme le dit là, ma collègue, qui qu'on représente, qu'est-ce qu'on va dire. Oui, clairement.
Mais Mais, je suis d'accord avec toi, Nicolas. Tu sais, la phrase que tu dis, je l'avais déjà entendue, by the way. Je me suis fait tatouer aussi derrière l'épaule. Là. Je Ouais, suis ça a bien l'air, je suis content rendu de du ça. reach à Sherbrooke. Ouais. Mais je suis À d'accord. force d'acheter des immeubles à Sherbrooke, ça a l'air que ça m'a donné du reach. Ça t'a donné du reach pas mal. Mais je suis d'accord avec ça. Puis, tu sais, je suis pas un spécialiste des baux. J'en ai fait quelques-uns de temps en temps. Puis je vais plus référer les clients à aller voir des avocats qui sont spécialisés là-dedans ou des notaires qui le seraient aussi. Mais pour ceux-là qu'on voit, là, des fois, ça fait dur. Là. Moi, je pensais que des baux, les gens prenaient ça vraiment au sérieux. Puis surtout, en fait, souvent, c'est proposé par le propriétaire. Puis comme tu disais tantôt, Mélanie, tu sais, des morceaux de page avec quelques indications plus ou moins claires sur combien ils vont payer par mois. Puis souvent, on se fait appeler par les clients, puis on leur dit que c'est plusieurs milliers de dollars, là, tout dépendant de la contenance, puis de l'immeuble, puis de ce pourquoi on veut signer. Mais je ne peux pas croire que les gens s'attendent à payer 300-400$ ou même rien payer, de le faire entre eux autres. Tu vis clairement avec les conséquences. Là. Personne n'aurait pu prévoir que le COVID allait rentrer aussi rapidement. Mais il semble que quelques mois, on en parlait en se disant, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive dans ce pays-là? C'est pas drôle. Ça nous Ah, arrive v'là pas à 5 nous semaines. autres. V'là 5 Il y a 5 semaines. semaines, c'est ça. Moi, je Ça suis n'avait pas parti de à bon sens. Porto Rico la semaine avant le shutdown au Québec, à peu près 14 jours avant. Puis, tu sais, je me rappelle, on en riait un peu dans l'aéroport. On voyait du monde avec des masques. On était comme, ben, voyons, tu sais, qu'est-ce que vous faites là? Puis, c'était même pas les bons masques en plus. Tu sais. C'était des masques finalement qui ne servaient absolument à rien. Ça va rien. Puis, on est parti à Porto Rico. Je m'étais même fait un Instagram story avec ma Corona. Puis, je disais, inquiétez-vous pas pour moi, j'ai ma lime, je ne prendrai pas la coronavirus avec ça. Puis, les gens avaient annoncé que la vente de Corona avait déjà descendu un peu. C'était comme un peu farfelu, un peu drôle. C'était pas nécessairement sérieux. Et je suis revenu au Québec. Ça a pris 1 ou 2 journées. Là, puis, là, l'État du New York a fermé, l'État de Vermont a fermé. 3 jours plus tard, le Québec a fermé. Et on ne peut pas s'attendre à ça du tout. On l'a vu s'en venir tranquillement, mais je pense que les gens au Québec ont compris qu'ils ont décidé d'annuler les games de la NHL. Ça, je pense que ça a fait ses forts, puis qu'on a vu l'importance. Mais clairement, puis on en parlait tantôt, combien de temps ça va durer. Puis en immobilier, c'est particulier. J'ai reçu un courriel tantôt, vous êtes sûrement déjà au courant, que les courtiers immobiliers recommencent là, pour tout ce qui est transactionnel au 31 juillet, qu'est-ce qui est déjà en place ou qui a pour but de se reloger d'ici le 31 juillet, qui vont recommencer tranquillement. Je trouve ça le fun. On a l'air d'avoir une espèce d'ouverture là, sans mettre de côté la distanciation, mais qu'on va quand même recommencer. Là, les inspections, puis la construction. Moi, j'ai les constructions qui est repartie, qui est un gros morceau. Là. J'ai des amis, moi, qui avaient à coût de 50 locataires qui devaient rentrer la semaine passée, la semaine d'avant, obligés de les renvoyer dans des Airbnb. Puis, tu sais, c'est beaucoup de travail là, de trouver 50 Airbnb pour tes locataires qui devaient prendre une livraison de leur logement. Ouais, c'est particulier. On va se mettre au travail, mais je trouvais que les avocats, je crois que le barreau du Québec avait pris les devants d'une super belle façon. Là. Pas mal avant la Chambre des notaires, là, ils ont réussi à mettre en place, puis vous me corrigerez si je me trompe, là, mais certaines signatures, puis de la téléconférence, signatures en ligne, assermentation à distance aussi, hein, c'est ça? Oui, absolument. Ouais. Moi, je dirais que qu'est-ce qui avance tranquillement, mais lentement. Là, moi, mettons, mon siège social il est plutôt à la Régie du logement, là, mais ils nous ont envoyé depuis cette semaine des offres de conciliation, justement, que ça soit fait en téléconférence. Mais on a quand même hâte que les audiences recommencent, que ça soit virtuel ou pas. Là. Fait que ça bug quand même. Là. Mais la conciliation, ça a commencé de façon virtuelle. Puis oui, la sermentation, mais tu sais, c'est très peu, je trouve, dans notre travail. Je comprends. Puis sinon, bien, la Cour d'appel a fait des efforts aussi pour faire de la cour virtuelle, même dans ces moments-là. Fait que c'est à voir, mais c'est une autre. On espère que ça va avancer tranquillement. Là, je dirais que surtout, comme j'ai tantôt, qu'est-ce qui m'inquiète, c'est qu'on sait qu'on attend des décisions du tribunal, puis ça ne sort pas, tu sais. Fait que là, ça, c'est tout des janvier, février, mars, là. Fait que, mais bon, on va patienter. Ça cause un précédent parce que, il y a une théorie en économie comportementale qui est la théorie de la fenêtre brisée, finalement. Okay. Que tant aussi longtemps que tu répares les fenêtres brisées dans un quartier, tu vas réussir à maintenir, si on veut, la qualité de ce quartier-là.
Mais dès qu'ils commencent à avoir une maison, 2 maisons, quelques immeubles, que là, les fenêtres sont brisées et qu'il n'y a pas de réparation, c'est vraiment le début de la fin. C'est prouvé, là. Ça a été prouvé de maintes reprises. Puis, tu sais, il y a plusieurs choses qui font en ce moment que, tu sais, je sais qu'il y avait beaucoup de propriétaires multirésidentiels qui étaient extrêmement inquiets avant le 1er avril avec tous les mouvements. Tu sais, il y a eu certains mouvements, je vais les appeler les mouvements de locataires, de groupes de locataires radicaux, on va dire de la gauche peut-être extrême, là. Que là, on en profite, là. Payons pas nos loyers parce que vous avez accès à des moratoires d'hypothèques, ce qui est une incompréhension complète de la mécanique, finalement, du moratoire, que ce soit au niveau de l'intérêt ou du capital d'intérêt. Mais cette théorie-là de la fenêtre cassée, finalement, je pense qu'elle s'applique beaucoup présentement, puis on doit être très conscient de ça. Tu sais, la Régie du logement, je sais qu'il y a beaucoup de mythes en ce moment autour de ce qui se passe autour de la Régie. C'est-tu fermé? C'est-tu ouvert? Les locataires, ils ont besoin de payer? Même s'ils ne payent pas, je ne peux rien faire pour aller chercher cet argent-là ou finalement les faire sortir de mon immeuble. Tu veux-tu toucher un peu à ces points-là? Oui. Oui, c'est ça. Il y a 2-3 mythes qui circulent présentement qu'il faut abattre. Donc, je dirais peut-être un qui me vient en tête, c'est concernant, on sait que les audiences sont suspendues, sont non tenues à cause du COVID-19. Ça, il n'y a pas de problème. Le hic là-dedans, en fait, je dirais, c'est qu'on est averti à dernière minute. Donc, dans mon courrier d'hier, j'ai reçu mes documents d'annulation de mes causes de la semaine passée, juste pour vous dire. Mais sur le site de la Régie du logement, on voit que c'est annulé jusqu'au 24 avril. Ça veut dire que le 24, je ne sais pas si ça tombe vendredi, mais ça veut dire que je ne sais pas si le 25, à 99 on sait que c'est annulé, là, mais on n'a pas de confirmation que c'est annulé le 25 avril, 26, 27, 28. Fait que ça, c'est du dernière minute. Ça ajoute au stress client-avocat. L'autre chose, c'est qu'il y a des clients qui ont appelé la semaine passée, puis ça m'inquiète. Fait que j'espère que les gens qui écoutent vont prendre ça en note. Ils pensaient, parce que les audiences étaient suspendues, les décisions puis les jugements étaient suspendus, que les délais pour l'avis d'augmentation de loyer étaient aussi suspendus. Fait que là, c'est un gros warning, là. Ce n'est pas suspendu. Si vous avez envoyé un avis à vos locataires, vous avez 30 jours pour ouvrir une demande en justice, bien, c'est 30 jours. Puis la Régie, qu'est-ce qu'elle a bien fait, je dirais, c'est que toutes les demandes en justice peuvent être transmises en PDF directement en ligne. Fait que ça, c'est extraordinaire. Peu importe. Fait que vous imprimez votre document, vous le transmettez en PDF, puis c'est accepté. Fait que ça, il faut vraiment respecter vos délais. Il n'y a aucune suspension de rien, là. Puis, je dirais peut-être le troisième mythe, là, c'était l'histoire des loyers, que justement, les locataires radicaux qui rêvent des loyers. Fait que ça, en fait, plus de peur que de mal, parce que mes clients m'ont rappelé justement depuis les dernières semaines. Puis, je dirais que 90 de mes clients sont fait payer en entier le premier, donc plus de peur que de mal. Bien sûr, ceux que c'était plus difficile parce qu'ils n'avaient pas reçu de chèque, bon, ils ont fait des versements, mais en général, ça a quand même bien été. Au niveau commercial, là, c'est une autre paire de manches, là, comme Maître Ron disait. Mais sinon, au niveau résidentiel, bien, le loyer reste payable le premier du mois, là. Puis il faut être un peu malléable pour ceux et celles qui attendent des argents, là. C'est ça. Bon point. On a parlé un petit peu des loyers commerciaux, Rachel. Je sais que ça, c'est plus ton domaine. Les propriétaires d'immeubles multilogements, finalement, ont eu la frousse, mais la mauvaise prophétie, elle ne s'est pas réalisée au 1er avril. Qu'en est-il des propriétaires d'immeubles commerciaux? Je pense que c'est un petit peu plus compliqué pour eux parce que, bon, ben, tout dépendant qu'est-ce qu'on retrouve là, dans ces immeubles-là, ceux qui ont des centres d'achat, des power centers, ceux qui ont des restaurateurs comme clients, des salons d'esthétique. Bref, donc, pour ça, je pense que ça a été un petit peu plus compliqué au 1er avril. Puis, je pense qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de mes clients qui continuent de négocier fortement puis de trouver des ententes avec leurs locataires puis de trouver des modalités de paiement qui sont acceptables de part et d'autre. Où est-ce que moi je crains pour certains, c'est juste parce que, bon, on entendait là,
les autorités dire que, bon, peut-être que les restaurants vont rester fermés jusqu'au 31 août. Ah oui, aussi loin que ça? Ben, de ce que j'entends dans les médias, dans la radio, à la télé, là, donc, on se questionne à savoir, premièrement, y a-t-il un restaurant qui va être capable de vivre de ces livraisons qui se sont réinventées en livraison pour ça? Puis deux, ben, qu'advient-il du loyer? Moi, je pense qu'il y en a énormément qui vont avoir des difficultés financières, puis ça va avoir des répercussions majeures sur les propriétaires fonciers commerciaux. Puis aussi, ben, en fait, de ce que je vois, c'est qu'il y en a beaucoup qui se questionnent sur le futur de l'immobilier commercial au Québec. Les personnes qui avaient des projets d'expansion, ils vont prendre autant de pieds carrés ou ils vont voir maintenant qu'avec le télétravail, ça va quand même bien. C'est toutes les personnes qui avaient des projets d'optimisation ou des projets... je parlais avec un client qui construit pour quelques centaines de logements résidentiels dans la région de Québec. Il est encore sur plan. Puis, il disait tout de suite qu'il a revu les plans. Il a revu les plans pour prévoir des loyers moins chers, avec des espaces de télétravail qui sont dans chacun des loyers. Il pensait même aussi, en discussion avec son équipe de conception, comment que je peux arriver dans mon immeuble puis de ne pas toucher à rien avant de toucher à ma porte. Ah ouais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de choses et les gens que leurs projets de construction, d'optimisation, de revitalisation ne sont pas commencés. Ils ont tout rappelé, c'est sûr et certain, l'équipe des architectes pour revoir un peu qu'est-ce qu'il y avait en tête, puis qu'est-ce que va être l'immobilier commercial ou résidentiel post-COVID. Mais c'est sûr et certain que je trouve que l'emphase des gouvernements n'est pas assez mise sur les propriétaires immobiliers commerciaux. C'est eux qui vont être le plus durement touchés. Puis, on a tous et chacun notre opinion là, par rapport à la gestion de la crise. Puis, je ne remets pas en question la manière qu'ils l'ont gérée parce que ils s'en ont jamais caché là, qu'ils construisaient l'avion en même temps que de voler. Là. Mais je pense qu'on a stoppé l'économie. Puis on parle beaucoup de santé. Il faut parler de santé. Ça va dans les situations critiques dans les milieux hospitaliers dans les CHSLD. Par contre, on a oublié l'économie. Je trouve que l'emphase n'est pas assez mise sur l'économie. Puis ça implique l'économie pour les propriétaires commerciaux parce que c'est eux qui vont subir des pertes. Puis je pense qu'il y en a pour plusieurs années à ressentir les effets de cette crise-là. C'est clair. Je pense qu'il y a eu toute une discussion, puis on pourra en parler longuement là-dessus. Là. Je ne veux pas trop déraper là-dessus, mais tu sais, la santé, c'est hyper important, c'est primordial. Mais c'est faux de penser que la santé n'a pas de prix. Dans notre société dans laquelle on vit, la santé, elle a un prix, puis c'est pas donné. Malgré que certaines personnes pensent que c'est donné, là, ça a un prix, puis malheureusement, la santé ne peut pas vivre, ne peut pas exister vraiment sans l'économie. Il y a une harmonie entre les deux. C'est pas la santé qui est dans un silo, puis l'économie dans un autre silo. Là. Les deux sont interreliés, c'est en harmonie. Puis, je pense que là, plusieurs gouvernements se sont aperçus ou se sont résorbés là-dessus en disant « Ouf, faites un peu, là, on ne peut pas juste s'occuper de un puis laisser l'autre aller. Il faut trouver une manière de faire en sorte que on ait plus une approche holistique qui va permettre de ne pas tuer un enfant, mais garder l'autre vivant, finalement. Là. Ils l'ont eu d'en face là, en quelques instants. Puis, je ne me mettrai pas à la place du ministre qui dirige tout ça. Puis, et du jour au lendemain, tu as à diriger un pays, là, puis on s'entend là, sur... souvent, tu diriges un aspect à la fois ou tu en gères un ou deux en même temps. Tu consultes, tu as du temps, tu as des budgets, etc. Puis là, ça arrive tout en même temps. C'est tous les aspects en même temps qui partent d'un bord puis de l'autre. Puis il faut que tu
une grosse game de rassurer la population. Il ne fallait pas que ça parte en crise. Moi, je trouvais que cette partie-là, ils l'ont vraiment bien faite. Ils ont pris des décisions, on est au Québec, là, des décisions, souvent, ça prend du temps. Puis là, ils ont pris rapidement. C'est sûr qu'il y a des parties qui ont écopé. Je pensais à un de mes clients qui a acheté une grosse bâtisse commerciale, que ça va super bien, puis qui se dit, je vais attendre un petit peu avant de faire des rénaux majeurs. Puis là, ça fait 1 an qu'il l'occupe, fait des beaux profits, décide de les investir dans sa grosse bâtisse. Puis quand le COVID arrive, il se dit, je ne suis pas essentiel, je vais en profiter pour faire des rénaux pendant ce temps-là. Call tous les gars pour faire les rénaux, on commence à mettre des montants là-dedans, tout ça, puis là, la construction arrête. Puis il ne sait pas quand ça va recommencer. Mais après ça, c'est pas. Je pense qu'il recommence juste pour ce qui est neuf, là, puis qu'ils ne recommenceront pas avec son chantier, et qu'il va avoir perdu du temps. Il ne pourra pas réouvrir non plus aussi rapidement après parce que les travaux ne sont pas faits. Il va falloir qu'ils soient faits par la suite. De plein de façons différentes, ça va affecter un peu tout le monde. Puis là, après COVID, il va changer complètement nos méthodes de faire. Tu parlais tantôt, ils construisent une propriété en prévoyant des façons de ne pas toucher à rien, puis des espaces de télétravail. Moi, dans ma carrière, le télétravail était quand même loin devant moi. Là. Je me laissais du temps tranquillement pour y arriver en me disant, écoute, la meilleure façon de s'arranger pour qu'un acte notarié, un testament, par exemple, ne soit jamais altéré ou modifié, c'est de ne pas le mettre de façon électronique, de ne pas le dématérialiser. Puis là, on s'en va vers ça. Puis, c'est un virage assez important. Là. C'est un virage intense pour tout le monde. Mais là, après COVID, il va faire en sorte qu'on va avoir changé notre façon de fonctionner. J'ai mes adjointes, exemple, je me rends compte qu'il y en a qui peuvent travailler de la maison, qui seraient aussi efficaces. Je me rends compte que moins j'ai de personnes au bureau, moins on se contamine. Puis je ne parle pas du COVID, là, je parle de n'importe quelle maladie. Là. Je ne l'ai pas eu le COVID, puis j'ai personne que je connais qui l'a eu. Et je n'ai pas eu la grippe non plus. Je n'ai pas eu d'autres choses pendant ce temps-là. Fait qu'on a pris des façons de fonctionner peut-être un peu intenses, mais qui font en sorte qu'on n'est pas touché, puis j'ai aucune de mes adjointes qui a été malade de quelque façon que ce soit depuis qu'on prend ces mesures de GN-là. Peut-être une coïncidence, là, mais d'habitude, à 13 personnes dans le bureau, il y en avait toujours au moins une qui avait un petit quelque chose puis qui se partageait aux autres personnes aussi. Ça va nous changer. Tu parles d'hygiène, Olivier. Ça me fait penser, dans les immeubles résidentiels, il y a des petits puis il y a des grands. Là. Nous, on a certains grands immeubles en passant dans le centre-ville qu'il y a eu pas des problématiques, là, il n'y a personne qui est malade à date, mais quand même, tu me fais penser c'est toute une chose que les propriétaires fonciers et immobiliers doivent penser actuellement. Ascenseur, escalier, piscine, spa, on parlait justement d'espace pour travailler, des aires communes. Fait qu'eux, ils ont laissé leur personnel en place, moins qu'avant, là, je te dirais. Mais il y en a qui ont portier, homme de ménage, femme de ménage. Fait que là, c'est ça, il y a la distanciation, mais garder les ascenseurs propres, les aires communes, limiter le nombre de personnes à la piscine ou au spa, ou des fois, il y en a qui décident de fermer parce que c'est trop complexe de justement gérer ça. Puis, la loi, ce qu'elle nous informe, je regardais un petit peu, là, mais c'est vraiment la santé publique qui nous informe qu'on conseille on suggère que. Donc, le propriétaire, à un moment donné, il faut qu'il se mette des balises. Là. C'est le confinement numéro 1. Mais après ça, je vis dans un immeuble justement avec plein de services. Est-ce que j'ai le droit d'en profiter ou pas? C'est ça, là, présentement. Là. Les règles d'hygiène. Mais je pense que c'est, tu sais, puis je suis toujours de nature quelqu'un qui voit le verre à moitié rempli et non à moitié vide. Et là, je sais qu'il y a des gens qui peuvent dire « Ah, mais ça, c'est facile à dire, tu as du succès et tout ça. » Je tiens à souligner à tous que j'ai déjà été sans-abri 2 fois dans ma vie, que j'ai déjà fait faillite. Et donc, même à travers ces moments-là, j'ai réussi à voir le bon côté des choses. Mais, tu sais, comme Rachel en parle, de modifier la manière qu'on construit, je trouve ça, moi, super intéressant, super évolutif. Olivier, tu parlais tantôt, même chose, tu sais, un acte notarié à distance, OK, peut-être pas à 100%, mais tu sais, je veux dire, t'es mon notaire. Ça fait combien de fois dans les 6 derniers mois qu'il a fallu que je monte à Sherbrooke, aller-retour, que je me claque un 4h30, 5 heures de route pour 3 minutes de signature. Tu sais, puis, nous, on se connaît personnellement en plus d'être mon notaire. Fait que je veux dire, on s'entend que si je suis ici et que je le signe devant toi, tu
Tu sais que c'est pas falsifié, c'est moi qui le Mais signé. C'est des comme choses n'importe qui quoi, sont ça. intéressantes. Tu sais. Mais ça fait tout le temps peur. Puis, tu sais, exemple, il y a eu la tragédie du lac Mégantic, il y a eu un après. Ouais. Ils se sont rebâtis, mais ça a quand même changé les gens. Puis moi, j'ai une traque de chemin de fer, on la voit pas, là. Mais derrière l'immeuble, puis à chaque fois qu'il y a un train qui passe pendant que je suis avec des clients, il y a encore comme le réflexe de regarder s'il n'est pas en train de nous rentrer dedans. Puis ce que je veux dire par là, c'est plus une métaphore, mais après le COVID, ça va nous avoir changé. Puis je pense que ceux qui vont s'être adaptés, qui vont modifier leur façon de fonctionner, puis la Chambre des notaires le fait en ce moment, là, tranquillement, pas vite, mais elle le fait. Mais ça va être juste pour le mieux. Fait que quand tu parles des immeubles à logement, les acheteurs de multiplex ou en commercial, ça va devenir un plus d'acheter des propriétés qui vont avoir été adaptées en situation crise sanitaire. C'est sûr qu'il va réarriver des choses comme ça dans un futur X. Puis l'objectif, c'est pas, oui, on aimerait ça que ça ne réarrive pas, mais quand ça va réarriver, c'est d'être capable de fonctionner pratiquement aussi bien, puis de se virer de bord en 2 secondes, d'avoir les outils pour le faire. Je pense que ça va être à l'honneur de qui va l'instaurer dans ces entreprises là, à partir de maintenant, puis pour le futur. Ça va être un gros plus. Absolument, absolument. Est-ce que vous pensez que ça ne durera pas? Tu sais, j'entends beaucoup de gens en psychologie ou en économie qui disent tu sais, généralement, avec ces genres d'événements-là, les gens modifient leur comportement, mais ça ne finit pas par durer. On revient finalement à nos habitudes auparavant. Tu sais, on peut penser au 11 septembre, là, on était tous adultes ou proches à ce moment-là. Pendant longtemps, beaucoup de gens ont eu peur de voler à cause du 11 septembre. Moi, le 11 septembre, je me rappelle, j'étais assis dans mon salon chez mes parents. Je m'en allais jouer au hockey junior dans l'Ouest canadien. Je prenais l'avion la journée même pour l'Alberta. Puis finalement, je ne l'ai pas pris, puis je ne suis pas allé jouer en Alberta cette année-là. J'ai joué en Ontario, finalement. Mais pendant longtemps, même moi, je me rappelle, j'avais peur de voler. Je pensais souvent. Puis au final, ça a comme ça a passé. Tu sais, après peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça a fini par passer. Est-ce que vous pensez que ça va passer ou que les gens vont vraiment changer leur manière de faire, leur manière, les habitudes, autant au niveau des titres d'investissement? Tu sais, là, on a vu beaucoup que le Airbnb, dernièrement, c'était la grosse mode. Là. Tout le monde se jetait sur le Airbnb. En ce moment, les investisseurs qui mangent le plus la claque, outre les propriétaires d'immeubles commerciaux, les bureaux, puis surtout le commerce de détail, c'est qui? C'est les propriétaires d'Airbnb. Mm-hmm. Est-ce que les gens vont repenser à leur affaire dans les prochains mois ou ça va juste revenir à la normale dans 6 mois, 1 an? Bonne question, mais moi, je sens que les gens sont un peu marqués au fer rouge ce temps-ci, là, les investisseurs immobiliers. Surtout, comme tu dis, tout ce qui est Airbnb court terme. Puis moi, je vois déjà des gens, justement, qui offrent des tout meublés parce que c'était déjà tout meublé, qui veulent faire du long terme. Qui, en tout cas, pour les prochaines années, un peu peut-être comme le 11 septembre, là, mais moi, je pense que ça va marquer les gens. Puis je sens déjà une vague là, de location, tout meublé. Je ne sais pas si les prix vont être en fonction d'eux, parce qu'à Montréal, on est déjà, je trouve, en bas du marché d'ailleurs. Ouais. Mais je sens une vague de logements qui est disponible, puis on signe des contrats d'1 an finalement. Puis je sens tranquillement, est-ce que ça va rester? C'est une bonne question, mais j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que les gens commencent à être tatoués, là. Mais on va voir. Puis, il y a tu disais, le verre à moitié plein, mais je sens déjà, même du côté locataire, là, des élans comme de bonne foi, là, parce que moi, je vois toujours le moins bon côté, mais il y a des locataires qui ont offert à des clients, je vais les réparer moi-même, pas besoin de venir, je vais ramasser tes feuilles, je vais faire ça, veux-tu que je nettoie? J'espère que ça va rester, je sais pas. Ouais. Il y a des étudiants chez MREX qui m'a envoyé un message, il dit si seulement on avait tous des locataires comme ça, un de ces locataires, puis la conjointe du locataire, il s'ennuyait tellement qu'ils l'ont appelé et ils ont dit hey, est-ce que tu aimerais ça seulement qu'on enlève le restant de neige sur la cour puis qu'on fasse le gazon puis qu'on mette tout beau? Puis là, il était comme ben oui, je vais faire ça. Puis ça amène aussi des beaux côtés. J'en parlais hier. Moi, j'ai commencé à faire un peu d'Airbnb. Là. On construit un chalet sur le bord du lac Memphremagog. On a acheté un chalet aussi comment ça s'appelle? À Austin, sur le bord d'un lac aussi. Fait qu'on vient de faire 2 acquisitions Airbnb, justement.
Puis j'ai regardé ça hier, je me disais, tu sais, avec tout ce qui vient de se passer, est-ce que les gens vont vouloir continuer à aller voyager aux États-Unis puis outre-mer dans la prochaine année? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne voudront pas y aller, qui vont, tu sais, un peu l'effet panier bleu, là, malgré que, embarquez-moi pas sur ce sujet-là. Là. Mais l'effet panier bleu de revenir vers le Québec, je me disais, moi qui ai toujours adoré la Gaspésie, j'ai quasiment le goût de regarder des maisons pas chères dans la baie des Chaleurs puis de m'acheter un Airbnb dans ce coin-là parce que je pense qu'il va probablement avoir beaucoup de demandes. Pour exemple, la Gaspésie versus les années antérieures. Le marché est super bon à Gaspésie en plus, Nick. C'est pas pour vrai, c'est pas cher de la pas porte, très cher. Puis on pensait la même chose. On se disait, écoute, les gens, puis nous, on est en train d'en acheter 2, en fait, je t'en avais parlé, je pense. 2 unités à Hartford, là, en location. Bon, c'était de la location court terme. Ouais. Puis on commençait à magasiner les 2 unités en même temps que, c'est du neuf, là, en même temps que ça s'en venait le COVID. Puis écoute, on les a planifiés en tout meublé. On les a planifiés avec une entrée dépendante pour le sous-sol, le système de rangement. On pense même à mettre des dispositifs distributeurs là, de Purell, puis des façons de fonctionner sans clé, puis etc. Et, on essaie de l'imager parce que les gens vont avoir besoin d'investir, c'est ça. Les gens ont besoin de prendre du temps aussi, au-delà d'investir dans leur famille, puis dans leur temps à eux, puis vont vouloir s'évader, puis partir à différentes places. Je pense que la location, elle va continuer pour ce qui est du style Airbnb, puis chalet, puis etc. Mais, parce que les gens vont vouloir s'évader aussi. On le voit. Moi, je le vois beaucoup sur mes réseaux sociaux. On dirait qu'il y a comme un mouvement de s'évader de la ville. Le mouvement d'aller dans la forêt, puis dans le bois, puis sur le bord de l'eau. Je ne sais pas si c'est juste mon impression à moi puis que je vois ça, mais j'ai l'impression qu'on dirait que tout le monde se retourne vers la nature présentement. Oui, c'est ça. Malheureusement, là, on ne peut pas parce qu'ils bloquent Laurentides-de-la-Naudière. On ne peut plus sortir. Non, c'est ça. Mais on va pouvoir. J'avais vu un chalet justement à la petite rivière Saint-François, juste à l'est de Québec. Fait que samedi, j'avais rien à faire avec les enfants, tout ça, je me suis dit, on va aller faire un tour de char, aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'air. Mais non, tu ne peux pas aller à Charlevoix, c'est une des zones. C'est une des zones que finalement la police t'arrête et te donne un beau ticket là, parce que tu te promènes en char. On parle de nature puis de chalet. Là. Je m'étais quand même pris quelques notes sur des trucs que je voulais dire au niveau notarial. C'est vraiment rapide, mais je trouve ça important. On a reçu un courriel du registre foncier. Je serais peut-être moins touché, là, mais nous, dans le fond, de la manière ça fonctionne, là, pour ceux qui n'ont jamais eu de transaction, là, quand on achète une propriété, il faut passer chez le notaire, puis on va l'enregistrer au registre public. Puis cette propriété-là, une fois qu'elle est l'état certifié qu'on va recevoir, disant que l'acte de vente a été enregistré, puis après ça, on reçoit on va aller vérifier que ça a été indexé. Dans le fond, indexé, c'est quand vraiment la transaction va apparaître au registre. Puis ils ont fermé des postes, ils ont mis du télétravail, ils ont des effectifs en moins. Fait qu'on on a souvent des transactions, nous, qui dépendent l'une de l'autre. Des achats qui se font des fois à très, très court terme. Le vendeur a besoin de ses fonds pour acheter d'autres choses. Puis là, en ce moment, on a des délais de 72 heures, là, pratiquement, sur l'enregistrement et l'indexation des actes. Fait que supposons que j'envoie une hypothèque pour enregistrement, je vais dire à mon client lundi, il faut que mon hypothèque soit indexée, pour qu'elle apparaisse au registre public pour que je puisse recevoir les fonds d'institution financière et les utiliser pour acheter. Puis là, à 72 heures, là, ça commence à être long. Puis ils ne peuvent même pas promettre là, 72 heures, en fait, ça pourrait même dépasser. Et c'est à prendre en considération dans vos transactions. Puis c'est un point sur lequel je voulais revenir. Les délais, c'est la première chose à vérifier. En fait, vous prenez le temps de faire vos promesses d'achat, puis tout ça, mais les délais là, pour de l'achat en multilogement, il faut vraiment, puis surtout maintenant, il faut vraiment les orienter comme du monde. Fait que vous parlez avec votre banquier, vous parlez avec votre notaire, puis votre courtier, puis vous laissez du temps pour faire vos transactions, puis vous laissez des portes de sortie aussi. Tu es en train de me dire que je notarierai pas mes 2 immeubles cette semaine? Écoute, je commençais comme ça pour arriver à ça. Notarier rapide, ça peut se faire encore, mais quand on a des gros... J'ai un client, exemple, qui m'appelait pour un 14 ou un 16 logements, puis il me disait tout le temps, bloque-moi telle date. Je ne peux pas te bloquer de date. En période de COVID, en plus, on n'a même pas ton approbation hypothécaire. Ouais. Puis ils sont déjà en train de promettre des choses aux vendeurs, puis de s'arranger pour ne pas perdre le deal. Mais le deal, il aurait dû le négocier avec des délais beaucoup plus grands au départ.
Puis là, on se retrouve à finalement recevoir le financement. Puis, c'est un Laurentienne commercial. Ça nécessite beaucoup plus de travail, puis qu'on ne rentre pas dans les délais. C'est toujours un problème. Je m'étais mis ça comme note de revenir sur les délais, parler du registre foncier. Puis quand je parlais de porte de sortie, j'imagine que tout le monde le sait, mais de prévoir dans vos promesses d'achat, quand vous achetez, de prévoir que vous êtes capable de revendre vos droits à quelqu'un d'autre. Il y a des deals qui vont tomber. Il y a des gens qui, en cours ou de réalisation, ou même une fois réalisés, ne se rendront peut-être pas jusqu'au bout, vont vouloir revendre leurs promesses d'achat. Puis ça ne peut pas se faire à moins de s'être laissé la place là, dans la comparution puis d'avoir rayé les clauses qui nous empêchent de céder nos droits. C'est un petit clin d'œil à ça. Je trouve ça important d'en parler. Puis, dernier point, ça serait les recherches de titres. Là, depuis la dernière année et même plus, les gens mettent des clauses dans leurs promesses d'achat, des clauses de vérification diligente, si on veut. Là, c'est souvent le terme que j'emploie ou que j'entends, pour se laisser du temps avant même de réaliser les conditions, de vérifier les titres de propriété. J'en ai plein de ces temps-ci qu'on a des problèmes de titres à régler, des terrains qui ne sont pas détenus à 100%, des prescriptions à aller chercher. Puis là, le tribunal, c'est pas aussi facile d'aller chercher ça comme on voudrait. Fait que là, on bloque des transactions, on étire le temps. Fait que laissez-vous du temps pour vérifier ça. Les servitudes, j'ai un client qui a une servitude de non-construction sur à peu près la totalité de son terrain, qui est immense, puis c'était son projet. Tout avait été vérifié avec la ville, tout était vérifié avec l'arpenteur. L'arpenteur n'a pas mis sur le plan, puis il n'a pas vu, en fait, cette servitude de non-construction-là. Fait que là, on négocie avec le voisin pour essayer de la faire enlever, mais il ne veut pas. Fait que, rendu là, ça cause problème, vraiment. C'est 3 petits points rapides. C'est intéressant. Rachel, Mélanie, des points pour terminer? Peut-être mes triomphes d'abord, je regarde ça. Peut-être une chose importante. Je disais ça, je trouve qu'il y a du bon qui sort de tout ça, mais j'ai vu de plus en plus des visites virtuelles en passant sur les sites Kangaloo, Kijiji, les Pack Marketplace par rapport au logement. Et je trouve ça vraiment formidable. C'est sûr qu'au niveau, j'ai parlé avec des courtiers immobiliers, ils m'ont dit, Mélanie, au niveau de l'achat, là, c'est pas super parce que, tu sais, un achat de condo, d'une maison, c'est pas le même investissement qu'un logement. Au niveau du logement, je pense que ça va bien. Et encore un point positif, la plupart des locataires négocient un peu avec le propriétaire pour dire, écoute, je vais aller prendre une marche, allez-y, faites juste vous nettoyer les mains. Fait autant les visites virtuelles que demander gentiment au locataire d'aller prendre une marche. Puis, c'est ça, fait que je finirai cette note-là. Super. Écoutez, pour ma part, c'est sûr qu'on va revoir les baux de différentes manières. Là. Des fois, les clauses de force majeure étaient de la théorie. Voyons, c'est de la théorie. Ça n'arrivera jamais. Cette clause-là. Le focus ne sera pas pareil dans les années futures. On va les voir différemment. Mais sinon, de ce que je vois, c'est les ententes de paiement. Les gens font preuve de créativité incroyable. Mais c'est sûr et certain que ça demeure un domino. J'espère juste que le confinement va cesser le plus rapidement possible dans la mesure du respect de la qualité de la santé de tout le monde. Là. Mais c'est sûr et certain que plus ça allonge, plus le risque de problèmes financiers de certaines entreprises va s'accroître, plus le pied carré va être disponible. Puis ça va avoir des impacts sur les TGA, puis tout ça. Donc, je reste à voir pour le futur là, de l'immobilier commercial. Mais pour l'instant, là, c'était mes commentaires. Super. Je pense qu'il y a de la... en fait, c'est parce que je pensais tout haut, puis j'ai peut-être oublié d'en parler tantôt. Je pense qu'au-delà, pour le commercial, c'est sûr que c'est un dur coup. Je pense qu'il va y avoir des possibilités de partenariats super intéressantes qui vont venir avec ça. Il y en a qui ont de la misère, puis il y en a qui cherchent des projets. J'ai des clients qui m'appellent, qui ont de l'argent de côté, puis qui se demandent quoi faire avec, puis qu'est-ce qui est le bon move, qu'est-ce qui est le mauvais move, ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui va voir un petit peu d'avant, puis qui est capable d'aller encourager des entreprises locales qui ont besoin en partenariat. Je pense qu'il va y avoir des moves le fun. Il y a du monde qui sont bien positionnés, il y a du monde qui sont dans l'action. Ouais. De manière anecdotale, moi, ce matin, juste avant notre épisode,
j'ai fait une demande d'information sur 10 propriétés. Puis la vérité, je serais prêt à toutes les acheter. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'action, puis je connais beaucoup de gens qui sont dans l'action. Mais il s'agit d'être créatif, comme tu dis, des immeubles commerciaux. Moi, j'ai commencé à regarder des immeubles commerciaux, surtout semi-commerciaux, puis de regarder, t'as un peu, là, y aurait-tu une manière maintenant, justement, de peut-être négocier avec l'urbanisme, avec la ville, d'avoir le droit de convertir le rez-de-chaussée commercial en multilogement. Il y a un immense arbitrage à faire d'un point de vue financement, là, banquier. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Ça ramène au point que, puis je l'ai répété à chaque épisode spécial durant le COVID, la première chose qu'on perd dans des moments comme ceci, c'est notre perspective. Je pense que c'est important d'essayer de ramener nos pieds sur terre, de se ramener calme, de prendre notre perspective, de se servir aussi de notre entourage, de nos professionnels, des gens comme vous, des avocats, tous nos professionnels qui peuvent nous aider, et aussi d'investir dans son éducation. Ça ne veut pas dire nécessairement juste de faire des cours, des formations, mais aussi de prendre le temps de lire. Puis l'éducation aussi, c'est de prendre le temps de vraiment prendre du recul puis de réfléchir à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait par le passé, puis tout ce qu'on voulait faire dans le futur. Puis peut-être d'essayer de s'en remettre en question par rapport à ces choses-là. Heureusement aussi, on parlait de subvention tout à l'heure. Il y a une subvention hyper intéressante présentement. Moi, je compte en profiter personnellement pour certaines formations que j'avais envie de faire, mais c'est la subvention PACME, P-A-C-M-E. Nous, on a eu la note ce matin. Il y a un premier étudiant chez MREX qui l'a eu. Donc, pour tous ceux qui sont à l'écoute, sachez qu'il y a des étudiants qui réussissent à avoir le certificat d'ingénierie financière et aussi la MERT entièrement subventionné par ce programme-là. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez faire de l'étude chez nous, envoyez un petit message à quelqu'un chez MREX pour vous aider avec ça. Moi, je trouve ça très intéressant. Moi, je compte l'appliquer pour moi-même sur certaines formations. C'est le temps d'en profiter, c'est le temps de s'éduquer. On vit un moment qui va nous permettre de s'élever si on est capable de rester debout. Je pense qu'ultimement, c'est ça la vision qu'il faut avoir. Oui, c'est bien. Merci beaucoup d'avoir été là, les trois. Je vous apprécie énormément. Merci beaucoup. Puis on va se rejaser bientôt. J'espère que toutes les personnes qui ont été à l'écoute aujourd'hui ont apprécié l'épisode. Je vous invite aussi à aller visionner les autres épisodes qui sont sur la chaîne YouTube de MREX. Et d'ici là, tenez bon le coup, puis gardez votre perspective. Merci beaucoup. Merci à tous. Bye.